Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Sur cette très très belle chanson Amazir, mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, un habitué de l'émission Arc-en-ciel. C'est un honneur pas pour nous de l'avoir parce que il nous éclaire avec ses analyses et décryptages et cette fois-ci sur une question qu'il la connaît parfaitement. C'est la question Amazir en Tunisie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Si Mohamed Fadil Atcheroudi. Bonjour Si Mohamed et bonne année et meilleurs vœux. Bonjour à vos auditeurs et donc bien agréable et bonne année 2018, j'espère, Inch'Allah. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Mohamed Fadil Atcheroudi, chercheur associé membre du comité de rédaction de CGPA, Centre international de géopolitique et de prospective analytique, chercheur associé à l'Académie de géopolitique de Paris, chercheur associé à Cap Europe, membre aussi du conseil scientifique à l'université Éprion, travaille chez École internationale algérienne, enseignant et chercheur à AGP et École du journalisme, notamment IECP et ISCPA à Paris. La question Amazir autrement en Tunisie. Ma première question, c'est Mohamed Troudi, on n'entend pas parler des Amazirs en Tunisie. Est-ce que c'est normal? Absolument. Merci Sablatif, merci encore une fois pour l'occasion que vous me donnez pour exprimer un petit peu, donc analyser cette question. C'est vrai qu'elle est d'importance capitale, du moins sur le plan identitaire, en Tunisie et pas seulement, mais dans l'ensemble du Maghreb. Chacun sait que donc le Maghreb est d'origine justement berbère. Malheureusement, cette question a été occultée à plusieurs reprises, et dans les trois pays donc du Maghreb, exception, j'allais dire, donc du Maroc, qui a compris effectivement cette dimension berbérophone justement donc du Maroc, qui a fait donc ce que nécessaire depuis donc pas mal de décennies maintenant pour intégrer définitivement la question berbère dans la dimension donc et marocaine et je dirais même maghrébine aujourd'hui donc de notre sous-région. Il est un fait important, c'est vrai que donc la question d'arabisation donc du Maghreb depuis maintenant l'islamisation de notre région fin du 7e siècle, l'islamisation qui nous est venue d'ailleurs donc d'Égypte. C'est vrai que la question berbère et la dimension berbère effectivement a été longtemps occultée, pour ne pas dire totalement, j'ai envie de dire totalement éloignée de notre identité maghrébine. Pendant plus de 3000 ans, donc les Maghrébins ont cohabité avec, j'ai envie de dire les Berbères maghrébins ont cohabité avec donc des Phéniciens, avec des Puniques, avec des Romains, que sais-je, avec des Vandales, des Byzantins et les Arabes bien évidemment, les derniers arrivés, donc qui ont, j'ai envie de dire malheureusement, occulté, pour ne pas dire tout simplement tenté de faire disparaître, de gommer cette spécificité maghrébine
qui est bien évidemment notre appartenance première, à savoir donc la mazérité. Donc aujourd'hui, effectivement, on est effectivement face à un problème donc de fond. Le problème reste entier pour l'Algérie donc aujourd'hui, en dépit bien évidemment de quelques avancées ici et là, depuis le printemps berbère donc de 1980. Quelques avancées, mais ils ne sont pas bien évidemment suffisants. Mais il y a un pas qui a été fait, effectivement, pour faire reconnaître en Algérie cette dimension, l'autre dimension algérienne, au-delà, bien évidemment, de la dimension française et arabo-musulmane. Pour le cas de la Tunisie, c'est vrai que cette question a été noyée dans une démarche identitaire qui a été lancée post-révolution, post-indépendance, par Bourguiba, et qui a cherché effectivement à faire disparaître, ou en tous les cas, à désintégrer cette question amazigh, en insistant davantage sur la question justement donc de l'appartenance arabo-musulmane et l'ouverture, bien évidemment, donc de la Tunisie sur le monde moderne et notamment sur la modernité donc venue d'Europe. Aujourd'hui, le problème qui se pose en Tunisie, en dépit d'ailleurs de quelques, je dirais, d'une richesse identitaire, d'une richesse linguistique, d'une richesse de langue parlée aujourd'hui, orale, certes, mais qui n'est pas aujourd'hui, qui n'a pas suffisamment d'importance aujourd'hui, en tous les cas, n'a pas l'importance qu'elle mérite sur la scène donc linguistique donc tunisienne. Je rappelle que beaucoup de mots aujourd'hui sont issus justement donc chez nous sont issus donc du berbère, hein, donc weshwasha, que sais-je, couscous, termous, donc et pas mal d'autres mots. Je peux même parler donc aujourd'hui donc je fais juste une allusion assez rapidement si vous me donnez un peu de temps. Bien sûr. Donc quand l'ex-président provisoire, M. Mazouki, donc se targuait de se présenter à chaque fois avec ce fameux barnous effectivement sur le dos, eh ben il a peut-être omis d'oublier que ce barnous est d'origine berbère. J'irai même plus loin. Bourguiba, quand il a trop longtemps effectivement donc s'identifié à Jugurtha, c'est également donc un homme donc un célèbre numidi entre guillemets, un homme donc de plan et qui a effectivement là aussi apporté beaucoup donc à la question amazigh et qui a été effectivement d'origine lui-même donc amazigh. On peut parler de la ville de Sfax aujourd'hui, qui normalement devrait s'appeler Sifax, hein, au nom de cette grande tombe également de Numidie, qui aujourd'hui malheureusement est totalement oubliée par nos compatriotes tunisiens. Autant d'exemples comme ça, je peux en citer justement donc des dizaines, et qui marquent, ce désespoir et en même temps cet espoir qui est né aujourd'hui avec la révolution tunisienne pour tenter de faire entendre justement donc la question des minorités en Tunisie. Et je pense que la question bien évidemment amazigh devrait revenir justement donc à la charge et devait être bien évidemment considérée comme une autre question nationale tunisienne et pas simplement la question justement donc du développement économique, pas simplement la question de la dignité économique, pas simplement la question de la lutte contre le chômage, pas simplement la question du retour justement à une forme de démocratie un petit peu adaptable justement au cas tunisien, mais je pense que la question de la mazérité est aussi une question centrale et doit l'être, malheureusement. Elle n'en fait pas partie aujourd'hui justement donc de ses priorités. Ce qui est étrange, M. Troudi, c'est que simplement les Amazirs tunisiens se trouvent au milieu de deux bastions de l'Amazigh. Les Libyens, les Amazirs en Libye sont nombreux, comme vous le savez, et aussi les Kabyles de l'autre côté, en Algérie. Alors je ne comprends pas, moi personnellement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent comment ça se fait. Il y a une reconnaissance, il y a une visibilité des Amazirs dans les pays du Maghreb, sauf en Tunisie. Oui, absolument. C'est parce que là aussi, donc encore une fois, c'est une question de nombre. Vous avez le dernier, je pense donc le dernier sondage qui a été fait, je crois, en 1923. On estimait donc la présence des Amazirs, donc des Berbères tunisiens, comme faisant partie à peu près de quelques 2% de la population tunisienne. Population qui était à l'époque de presque 1 500 000 habitants. Le dernier recensement qui a été fait en 2014, me semble-t-il, il avance donc un pourcentage de 22%. Une population de 11 millions d'habitants. Je n'en suis pas sûr que ce pourcentage est bon, est vrai, parce qu'il n'y a pas aucune, structure sûre pour
faire ce type justement donc de recensement en Tunisie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, beaucoup de Tunisiens découvrent effectivement cette identité donc berbérophone, et que malheureusement, au niveau donc je dirais donc de l'État et au niveau du soutien justement de l'État à cette identité donc maghrébine, tunisienne notamment, il n'y a pas cette volonté aujourd'hui effectivement d'aller dans ce sens. Je rappelle que la nouvelle constitution tunisienne, celle de 2014, qui, ma foi, n'en est pas une pour moi, en tous les cas, qui a davantage, effectivement, je dirais, qui a fait l'objet donc de pas mal de pression extérieure et qui a répondu davantage à des agendas étrangers, ou en tous les cas, à un mode de gouvernance et de direction donc de l'étranger, plutôt que s'inspirer directement justement donc des besoins et des revendications par ailleurs légitimes donc des Tunisiens. Dans cette constitution, malheureusement, la question amazigh n'a pas été aucunement abordée. Aucunement. Pourquoi? Justement, c'est parce que, alors que par ailleurs, cette constitution, là où il y a le paradoxe, justement, donc, et la contradiction de cette constitution, comprenez bien pourquoi, justement, cette constitution n'a pas été aujourd'hui, ou n'est pas considérée, en tous les cas, de mon point de vue, et de ma lecture à moi, justement, donc, de cette constitution, que j'ai lu, d'ailleurs, relue dans 4 reprises. On insiste bien sur la question, effectivement, donc, de la démocratisation, sur la question, donc, des libertés individuelles, donc, et également sur la question de la liberté et la protection des minorités. Où est-on aujourd'hui, de la protection des minorités amazighes en Tunisie? La question est entière. Elle est d'autant plus entière qu'aujourd'hui. Donc, il y a des exigences aujourd'hui, donc pour l'amazighrité en Tunisie. Tout simplement parce qu'il y a... Monsieur Troudi, vous avez parlé effectivement de quelque chose de très important. Vous avez parlé maintenant la question des minorités. Il n'y a pas que les Amazirs qui sont comme minorité en Tunisie. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres. Il y a la minorité chrétienne, il y a les minorités donc juives, il y a d'autres. Et ces gens-là sont pas reconnus dans la Constitution, ces minorités? Non. C'est-à-dire qu'on parle de minorités, mais ça n'a pas été dit clairement, d'une manière, je dirais donc écrite en tous les cas, d'une manière, je dirais palpable et concrète. Ouais. On parle des droits des minorités à être visibles. Ils ne font pas des composants de la société tunisienne. Qui sont une composante, bien évidemment, ça va de soi, de la société tunisienne. La question de la minorité amazigh n'a été nullement abordée. Et là, il y a un vrai problème, justement, en Tunisie. Je pense qu'en tous les cas, la lecture que je me fais, moi, encore une fois, donc, de cette constitution et des priorités tunisiennes post-révolution, en tous les cas, après l'arrivée de ce deuxième quartet, c'était mon pouvoir en 2014, c'était effectivement, donc, de considérer que ces questions de minorité sont tellement secondaires, qui est tellement, je dirais, plus important et plus urgentissime à faire, à savoir stabiliser donc le pays et enfin travailler au développement économique pour éviter justement donc la débordade populaire, ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui. Je sais pas sans vous rappeler que aujourd'hui donc on aborde quand même en fait entre guillemets si tant est que le mot est louable entre guillemets en fait justement cette année donc de désert tunisien. Donc et on se rend compte qu'encore une fois, plus que jamais, la question amazigh est encore renvoyée au calendrier grec. Et qu'elle ne sera pas certainement donc abordée demain, ni probablement pour les prochaines élections qui se projettent pour 2019. Je serai peut-être, au moins, en tous les cas, peut-être un des rares à vouloir mettre en avant cette question. Je ne vous cache pas que je vais me présenter pour donc les élections parlementaires de 2019 donc ici pour représenter donc une partie France Nord justement de notre communauté tunisienne ici en France. Et ma foi, j'aurais bien évidemment à cœur d'aborder les questions qui jusqu'à maintenant ont été occultées, certainement la question économique, certainement la question financière, certainement la question de l'endettement. La Tunisie est devenue aujourd'hui un pays d'endettement. On est à peu près, donc l'endettement public donc avoisine les 81% justement donc, du PIB national tunisien aujourd'hui. C'est énormissime. Si vous le permettez, je reviens avec vous, si vous le permettez, si vous avez un laps de temps à m'accorder sur la question économique et sur ces derniers agissements en Tunisie qui ont fait la une des journaux par-ci par-là. Et je reviens à cette question parce que ça m'interpelle, parce qu'avant vous, il y avait M. Hassan Oulid qui a parlé de ces atouts des minorités. Et surtout, il a appelé à une mise à jour. Qu'est-ce que c'est que d'être marocain? Est-ce que ce n'est pas le cas pour les Tunisiens
est-ce qu'il est temps de mettre à jour qu'est-ce que c'est le fait d'être tunisien? Parce que tunisien, est-ce que c'est celui qui parle l'arabe et c'est tout, ou bien musulman et c'est tout, ou bien le tunisien est pluriel et le tunisien avant tout c'est la Tunisie. Donc avant tout autre critère. Oui, absolument. Très bonne question, M. Abdelatif, encore une fois. Donc vous avez l'habitude donc de poser des questions à la fois donc forte intelligente et en même temps très très d'actualité. Donc j'en suis heureux donc de répondre. Donc oui, effectivement, donc la question tunisienne, c'est comme pour le Maghreb d'ailleurs, il y a au moins 3 dimensions justement donc des peuples du Maghreb. Et moi je fais pas un peu l'exception tunisienne ou je fais pas l'exception marocaine ou algérienne, mais on peut éventuellement parler d'exception tunisienne dans le cas donc des Amazirs, parce que la question n'a jamais été aussi abordée, en tous les cas abordée avec autant d'acuité, comme c'est posé en Algérie avec ce fameux printemps de 1980 et bien avant. Et bien évidemment, avec la question des Amazirs, justement, au Maroc, dont la question a été traitée dans le calme, dans la reconnaissance, effectivement, de cette composante essentielle, donc, du Maroc, donc, de la question des Amazirs. Et donc, du coup, le Maroc a pris, effectivement, une avance, je dirais, énorme, par rapport à l'Algérie, principalement, de par le nombre, justement, des Berbères algériens. Et de part, bien évidemment, aussi, donc, je dirais, et par rapport à la Tunisie, donc ça va de soi, du fait que je dirais, ces Amazirs tunisiens, en fait, ils sont éparpillés, donc, essentiellement aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Grand Tunis, mais également dans des régions, donc, du sud de la Tunisie, notamment Matmata, Gabès, donc, à Tataouine et ailleurs, où ils sont effectivement totalement, je dirais, donc, méconnaissables, je dirais, invisibles, donc, et illisibles aujourd'hui. Donc, la question pour la Tunisie se pose justement de la même manière. Il y a au moins 3 dimensions. La dimension berbère qu'il faut à tout prix, bien évidemment, structurer à travers justement donc l'existence ou la mise en place d'un programme justement audiovisuel, d'un programme, je dirais donc radiophonique, que sais-je, donc journalistique, un travail donc de fond au niveau de la reconnaissance justement donc de la majorité tunisienne sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan culturel. Sur le plan, je dirais donc comment dirais-je, de l'art, des habits, tout un tas bien évidemment de facteurs qu'il faudrait aujourd'hui relancer, qu'il faudrait aujourd'hui prendre en considération et faire connaître justement aux Tunisiens, car beaucoup aujourd'hui de Tunisiens ne connaissent pas du tout donc leur histoire première, qui est en fait leurs origines premières, à savoir justement cette origine berbère que beaucoup aujourd'hui, notamment parmi la jeunesse, donc ont totalement oublié, pour ne pas dire totalement, qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas effectivement étudié et que donc on leur a pas appris tout simplement. Donc l'autre dimension, bien évidemment, c'est la dimension arabo-musulmane, donc ça va de soi, qui ne devrait pas, bien évidemment, à son tour, je dirais, occuper donc l'espace donc culturel, linguistique, politique tunisien, ce qui est le cas aujourd'hui effectivement en Tunisie depuis justement donc l'islamisation de la Tunisie donc au fin du 7e siècle. Et bien évidemment la question francophone qu'il ne faut pas non plus bien évidemment occulter. Et je pense que ces trois dimensions participent justement de l'identité tunisienne et au-delà de l'identité maghrébine. Ce travail, je l'ai déjà fait en 97. Je vous invite à lire ou relire plutôt donc la thèse de doctorat que j'ai faite justement autour de les limites de l'intégration des États du Maghreb. Et il y a tout un travail que j'ai fait justement sur l'aspect identitaire. Comment peut-on justement s'identifier comme étant un groupe, un ensemble d'États, je dirais fort dans une région, dans un monde aujourd'hui donc voué aux rassemblements régionaux. Comment peut-on, on peut l'être si on se contente simplement de quelques projets économiques ou de quelques rapprochements politiques. Il y a l'aspect culturel, l'aspect identitaire qui doit être fort présent et qui doit être un peu le moteur, quelque part le rampe de lancement de notre identité et donc de la réussite de l'UMA. Il y va de la réussite de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, que j'ai fait en 97, et j'ai dit clairement et d'une manière qui souffre d'aucune ambiguïté, notamment à l'adresse donc de nos responsables donc tunisiens, qu'il faudrait tenir compte de cet élément, de cet atout unitaire, qui est bien évidemment l'atout culturel et l'atout identitaire. Vous voyez donc là, on est bien face effectivement à trois dimensions, bien évidemment, qui doivent être totalement, comment dirais-je,
en relation, je dirais, donc intrinsèque, sans vouloir, bien évidemment, donc occulter l'un au détriment de l'autre. Non, les considérer comme un atout commun, et qu'il faudrait effectivement mettre en avant. Et donc travailler effectivement à, à éclore, du coup, donc la vérité pour le Tunisien. Vous savez qu'aujourd'hui, moi j'en discute beaucoup avec des jeunes Tunisiens, donc avec des étudiants, avec des personnes donc plus ou moins donc de mon âge et d'autres. Donc, et quand je leur parle de la majorité et de notre origine effectivement tunisienne, et on est un petit peu sur le désert. Mais c'est le désert, c'est-à-dire que les gens comprennent aujourd'hui, ils nous disent clairement, mais la majorité, ça concerne que l'Algérie. Alors que nos trois pays, les trois pays justement du Maghreb central, sont, je dirais, chacun bien évidemment avec sa dimension, j'ai envie de dire numérique, d'un point de vue nombre. Bien évidemment, le poids, je dirais, démographique des Amazirs, donc tunisiens, n'est pas celui justement du Maroc ou donc de l'Algérie, donc ça va de soi. Mais n'empêche, il n'en reste pas moins vrai que cette identité amazigh doit être, je dirais, totalement reprise, et surtout donc la faire connaître donc à un ensemble justement aujourd'hui sur le plan, je dirais, éducatif, sur le plan de l'enseignement, sur le plan journalistique, sur le plan politique, considérer justement que cette amazirité est une donnée importante justement donc de la Tunisie. Et vous savez comme moi, il n'y a pas mieux. La richesse donc d'un pays se mesure surtout au respect de son héritage et notamment de son héritage culturel. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est d'actualité. Vous êtes un géopolitologue, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, quelqu'un qui suit l'actualité politique à travers le monde et notamment dans votre pays d'origine, la Tunisie. Oui. Il a fait la une des médias ces derniers jours, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, on avait espéré comme quoi les choses sont bien arrangées, mais là, on entend parler par-ci par-là des heurts qui sont un petit peu quand même dramatiques. Oui. Pouvez-vous nous faire une petite lecture à notre auditoire de savoir de quoi il s'agit réellement, parce que jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas aussi claires qu'on ce qu'on croit. Alors, c'est encore une fois très bonne question. Je fais une lecture assez rapide justement de la question tunisienne. J'aurai certainement donc l'occasion d'en parler sur d'autres chaînes, sur d'autres ondes donc de radio. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que cette révolution tunisienne, ou plutôt cette révolte tunisienne, c'est pas vraiment une révolution. Il faut savoir que la véritable révolution tunisienne, après celle de 1984, ce qu'on a appelé donc communément les événements donc du pain en Tunisie, a été celle de 2008 à Redaïef, dans ce site effectivement minier en Tunisie, où il y a plus de 350 morts, suite effectivement donc à une action, plutôt une réaction très très dure de la part donc du régime, et qui a donc lancé probablement qui en a fini tout simplement du pouvoir tunisien, et qui est devenu très très fragile, ou en tous les cas fragilisé après donc ce traitement pour le moins je dirais répressif donc de cette manifestation. Pour moi c'était la première, plutôt la deuxième grande révolution tunisienne, après celle donc qui a donné ou qui a abouti à l'indépendance de la Tunisie en mars 56. En 2011, chacun sait, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un succès de polichinelle que de le dire. C'était un projet bien connu, je dirais bien étudié par aux États-Unis et ailleurs. C'est un projet effectivement d'inclure et d'intégrer donc les islamistes partout au pouvoir, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte, pour pouvoir effectivement donc contrer tout simplement les régimes dits entre guillemets soi-disant ouverts, comme c'était le cas pour la Tunisie, aussi bien avec Bourguiba qu'avec Ben Ali. Et donc le projet en échange était effectivement d'en finir avec cette guerre contre l'islamisme, et d'assurer aux États-Unis une certaine garantie effectivement de la continuité de leurs intérêts dans le monde arabe, et notamment dans les pays considérés comme des zones stratégiques névralgiques pour les intérêts américains. Donc par la suite, bien évidemment, il fallait trouver un consensus autour qui fait quoi et comment. Après, c'était le scénario qu'on a imaginé, que chacun sait. Aujourd'hui, les Tunisiens, heureusement, se sont réveillés. Mais le mal est fait, et le mal est d'autant plus fait qu'aujourd'hui. Donc, on sait très bien que la première troïka qui est arrivée au pouvoir en Tunisie n'a pas été celle, effectivement, que les Tunisiens en avaient besoin.
C'est-à-dire donc d'avoir besoin donc de gens expérimentés, de gens effectivement avec un sens aigu, donc de l'intérêt national, de l'intérêt public. Et en fait, c'était une révolution, une révolte qui a ouvert un peu la porte justement grande ouverte, les deux portes grandes ouvertes, à je dirais donc à ce que j'appelle moi donc l'amateurisme donc politique, doublé d'une certaine incompétence justement de nos dirigeants. Et ce qu'on a vu effectivement lors de la première troïka justement de 2012 à 2014, on est en train de le voir justement mis en pire avec cette deuxième troïka. Et j'ai eu moi l'occasion personnellement d'en discuter ici avec un des ténors aujourd'hui justement du pouvoir en Tunisie, donc pour pas nommer le fils du président, à qui j'ai exposé un peu ma vision justement donc, des choses, et que je lui dis donc moi j'étais prêt effectivement à aller de l'avant, prêt donc à aider donc le pays parce que je le fais pour ma patrie, je le fais pas par je dis moi le seul parti que j'ai c'est celui donc de la Tunisie, celui qui veut travailler et qui veut aider précisément et d'une manière assez, je dirais, honnête, à sortir le pays justement de ces difficultés, je serai de son côté, y compris si c'est Nadawi ou d'un autre bord quelconque, quel que soit le bord politique qu'il est. Moi, ce qui compte, c'est sa volonté justement donc d'aider de travailler donc à l'essor de la Tunisie nouvelle. Et ben, j'ai fixé une seule condition, c'est appellatif, à savoir surtout pas d'alliance contre nature avec un pouvoir, avec une Nada précisément. Parce que ces gens n'ont pas de projet politique, parce que ces gens n'ont pas de vision politique, parce que ces gens ce sont des amateurs en politique et que de ce point de vue, ils n'ont pas aujourd'hui suffisamment de maturité politique pour prendre justement en charge un pays avec autant de problèmes et à autant de défis. Si cette condition était réunie, je serais là effectivement pour apporter, je dirais d'une manière sans compter, pour sortir le pays de ces difficultés. La première des choses qu'ils ont fait, une fois ils ont eu les élections et législatives et présidentielles, c'est justement de se rapprocher de Nada et de se partager le gâteau donc, du pouvoir et de laisser donc les problèmes tunisiens et les défis donc des Tunisiens prendre encore plus justement d'importance et plus de, je dirais, de nouveaux, de dangers qui devient aujourd'hui quasi irréparable. Un pays qui est aujourd'hui à la tête donc qui a fait 33 prêts en espace de 7 années et qui a alourdi encore une fois justement la capacité donc d'achat donc du Tunisien donc lambda. Il faut visiter la Tunisie. Moi, je viens de rentrer il y a à peine 3-4 jours et pour voir bien évidemment l'état de bouillonnement de l'opinion publique en Tunisie qui se voit non seulement avoir été lésé, on lui a volé justement ce qu'on appelle encore aujourd'hui leur révolution, mais que pire encore, aujourd'hui, ils se retournent vers, ils se trouvent dans une situation encore plus négative, plus difficile que jadis sous Ben Ali, à telle ancienne, je le vis de mes propres yeux, des gens réclamaient le retour de Ben Ali. Je dis bien réclamer le retour de Ben Ali et estimer qu'effectivement, que c'était pas des gages qu'on lui a dit, mais c'était simplement voyage. Et donc en fin de compte, les Tunisiens inventent un petit peu, pour tenter de trouver un sorte de réconfort auprès de celui qui fut, qui, mon sens, l'est toujours, en tous les cas pour moi, l'est encore aujourd'hui le président légitime donc de la Tunisie, et en dépit bien évidemment des promesses qu'il aura fait, qu'il aura donc donné, rien n'a été fait. Donc l'objectif était justement le départ donc du président, c'est ce qu'il a fait, et encore une fois, ce sont donc des associations donc très spécialisées en la matière. Je vous écoute en même temps, je reçois des questions à travers mon portable et il y a 2 questions, voire 3 là que j'ai reçues. Je sais pas si j'ai 5 minutes avec vous ou pas. Des questions géopolitiques, donc qui n'a rien à voir avec la Tunisie et qui demandent votre avis en tant que géopolitologue qui suit un petit peu l'actualité à l'international et celle du Maroc. Le Maroc a fait une demande récemment d'être parmi les membres de la CEDEAO. Donc, oui. Vous le savez. Et sauf que cette demande n'a pas abouti sur place. Ils ont créé un comité d'études, j'ose dire, de cette candidature. Oui. Selon vous, que cela signifie-t-il, vu que le Maroc maintenant est de retour à l'Union? Et comme quoi, simplement, on demande un peu de temps pour 5 pays d'étudier. Est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre ou bien une mauvaise préparation du Maroc pour son intégration
auprès de la CEDEAO? Mais je pense que c'est une manœuvre. Le Maroc est très bien aujourd'hui. C'est un pays c'est le meilleur pays d'ailleurs. Donc c'est le pays qui s'en tire le mieux dans l'ensemble justement des pays maghrébins aujourd'hui, qui n'a pas été touché ou très peu justement par ces foutus entre guillemets, excusez-moi des termes, donc révolution donc arabe. Et c'est un pays effectivement qui a choisi donc depuis maintenant quelques années donc le choix de l'ouverture et le choix donc du développement économique. Malgré quelques problèmes, bien évidemment, ici et là, donc ça va de soi. On voit très bien que tout n'est pas encore réglé donc au Maroc, que la situation, notamment en termes de développement, donc d'accès au développement économique, donc donc le traitement des inégalités donc sociales qui sont encore criantes, bien évidemment au Maroc. Mais sur l'essentiel, le Maroc, me semble-t-il, a pris le bon cap et travaille justement à l'essor de son économie, de sa diversification et donc de cette ouverture tout azimut justement sur le monde occidental et donc tout en bien évidemment en gardant et en insistant bien sur justement son identité arabo-musulmane qui est très forte là aussi donc au Maroc. Mais justement, il y a des observateurs qui ont fait des remarques par rapport à ça, surtout que le Maroc il est identifié par rapport à ces valeurs et les pays de la CEDEAO ce sont des pays laïcs. Est-ce que vous croyez c'est un obstacle pour l'intégration du Maroc dans cette comité de CEDEAO? Moi, je pense que le Maroc apportera énormément justement à la CEDEAO, de par bien évidemment son ancrage africain, donc ça va de soi, son ancrage entre guillemets atlantiste également, sa visibilité effectivement sur la scène internationale, donc son développement économique. Je dirais donc ce modèle économique, un modèle effectivement envié, je dirais même enviable. Je pense que la CEDEAO ne peut pas. Je pense que c'est simplement quelques manœuvres donc qui sont vouées à l'échec à mon sens, car le Maroc est aujourd'hui considéré, à mon sens, il doit être considéré comme un élément, je dirais, irremplaçable dans cette partie justement donc de l'Afrique et d'autant plus et ça d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que les pays de la CEDEAO si on essaye de faire donc une étude, une analyse un petit peu donc poussée donc de chacun de ces pays, aucun n'a aujourd'hui effectivement je dirais ce talent et en tous les cas cette capacité aujourd'hui donc je dirais avérée aujourd'hui donc de développement économique donc du Maroc. Je pense que le Maroc apportera certainement donc beaucoup à la CEDEAO et je pense également que de par justement cet ancrage donc marocain au sein justement donc à la fois donc du Maghreb mais également donc de l'Europe également. N'oublions pas que le Maroc c'est aussi je dirais il a quand même des relations très poussées avec l'Europe. Mais justement, Monsieur Troudi, s'il vous plaît, vous rentrez dans une deuxième question qui m'a été envoyée maintenant là. C'est concernant cette relation du Maroc avec l'Europe, comme vous le dites. C'est une relation très forte, très ancienne, très stratégique, comme vous le savez. Et du coup, nous sommes en face à un problème qui vient d'être créé, mais en tout cas, il s'agit d'une proposition, donc on n'est pas dans un cadre d'une décision. L'avis de l'avocat général belge, Melchior Outlet, qui a rendu ses conclusions le 10 janvier, comme quoi les accords conclus entre l'Europe et le CE et le Maroc sont caducs et sont invalides, surtout sur le côté du sud du Maroc. Comment vous voyez-vous cette contradiction? Vous voyez, c'est ça la question principale. Cette contradiction d'enjeu et en même temps d'une décision, d'une conclusion plutôt, c'est pas une décision, d'une conclusion d'un avocat général. Écoutez, moi je pense que cette déclaration n'engage que donc son auteur. Donc moi ce que je vois et ce que je parle, ce que je regarde, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que donc le Maroc a un ancrage européen aujourd'hui plus que fort. Il a des accords d'association qui ont quasiment aujourd'hui monté au stade, je dirais presque d'un partenariat stratégique, donc avec ce pays, notamment surtout avec la France. Donc moi c'est ce que je retiens et c'est ce que je vois, c'est ce que je palpe. Donc pour bien évidemment donc le reste, il y a bien évidemment un conflit aujourd'hui donc de frontières qu'il faut régler entre Marocains et Espagnols sur vous savez donc les enclaves que vous connaissez effectivement donc de Mila et de Ceuta donc entre les deux pays. Et le sud, donc est-ce que le sud, le Sahara est un parce que là la décision de l'avocat général c'est concernant les zones territoriales du Sahara. Oui,
Et bon, la question donc du Sud également, elle reste posée, mais ça reste, à mon sens, à traiter dans le cadre donc des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Et je ne pense pas que aujourd'hui donc la question se pose avec autant d'acuité. Et je pense qu'il y a plus important ailleurs. C'est vrai que la question donc du Sahel pose aujourd'hui un problème, notamment en termes de terrorisme, donc et pas simplement pour l'Algérie, mais on voit très bien que aujourd'hui, donc vous savez, chacun sait que le terrorisme n'a pas de frontières et que donc il est fort possible que effectivement cette question aura été, en tous les cas, aura pris de l'importance effectivement chez les Européens, qu'aujourd'hui chacun le sait, ils se battent un petit peu, ils sont plus ou moins noyés dans des contradictions, dans des difficultés, donc à trouver des solutions, notamment au retour donc des différents terroristes effectivement, que ce soit belges, que ce soit français ou que ce soit donc d'autres nationalités, qui dans la perspective justement donc si ce n'est déjà fait donc de la fin donc de Daesh, fin peut-être celle-là, mais il y en aura certainement d'autres Daesh à venir. J'en suis persuadé. Mais quand on dit, comme on dit, c'est généralement quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Sur ce proverbe qui est beau, moi je pense les choses sont claires et surtout je tiens à vous remercier parce que on est sorti un petit peu du sujet qui est d'actualité, mais vu que vos compétences me permettent de vous poser des questions dans ce sens, et en même temps, c'est les demandes qui étaient faites par WhatsApp et aussi par des SMS. J'espère que notre auditoire a été satisfait de la réponse, ou bien éclairé plutôt. Ce n'est pas une histoire de satisfaction, mais surtout éclairé par les réponses de Monsieur Mohamed Fadil At-Troudi, chercheur associé, membre du comité de rédaction CGPA, Centre international de géopolitique et de prospective analytique, chercheur associé à Académie de géopolitique de Paris, mais aussi des chercheurs associés à Cap Europe, membre du conseil scientifique à l'Université européenne, travaille chez École internationale algérienne, enseignant et chercheur à AGP et École du journalisme, notamment EIC. PESCPA à Paris. C'est Mohamed Troudi. Merci infiniment. وإلى اللقاء في مرة مقبلة إن شاء الله. Et l'émission Arc-en-Ciel est ouverte à tout moment pour des compétences comme c'est Mohamed Fadel At-Troudi. الله يخليك سعد لطيف. donc شكرا إن شاء الله donc على التواصل وإن شاء الله تكون يعني فرصة سامحة. donc من جديد يعني نطرق يعني بعض ان شاء الله. مرحبا بكل فرح. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مع السلامه اخي. ميرسي. مع السلامه. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.